Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous vous en doutez, c'est pour parler un petit peu du gros combat qui a eu lieu samedi dernier de Deontay Wilder contre Tyson Fury. C'était une revanche et on va en parler un petit peu aujourd'hui du coup. Alors, la première chose que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir sortir un pronostic sur notre site internet www.overend.fr et que parmi les personnes qui ont écrit ce pronostic-là, on a pu avoir des personnes du milieu de la boxe. On a eu notamment Aziz Alab, qui est l'entraîneur du BAM Les Mureaux. On a eu Mehdi Lafifi, qui est un manager, notamment d'Ivan Mendy. On a eu Yazid Amgar, qui est champion d'Europe. Donc ça nous a permis d'avoir un point de vue différent sur ce combat-là. Et rétrospectivement, de le relire, c'est super intéressant parce que la plupart des personnes qu'on a ramenées, sauf Hadji Sangaré qui s'est complètement trompé, mais la plupart des personnes qu'on a ramenées étaient complètement dans le vrai, notamment sur le point de vue tactique et stratégique qu'a mis en place Tyson Fury. Donc voilà, je vous invite à aller le relire si ça vous intéresse, parce que vraiment c'est intéressant à relire après le combat. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, on va pas vraiment débriefer le combat sur l'aspect tactique, technique, etc., etc. On a déjà fait un podcast là-dessus qui dure 1 heure. Il est disponible sur Spotify, il est disponible sur Apple Music. Donc ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre le lien en bio, donc n'hésitez pas à aller voir. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va soulever une question, on va essayer d'y répondre également. C'est est-ce que Tyson Fury, avec cette performance-là, est devenu ou peut devenir le meilleur poids lourd de l'histoire ? Et la première question qu'on va se poser, avant de se demander si Tyson Fury est le meilleur poids lourd de l'histoire, c'est de se poser la question, à quoi ça sert en fait de classer les poids lourds dans l'histoire ? Alors, la première chose, c'est que, culturellement, dans l'imaginaire collectif des gens, parce que la boxe anglaise est un sport qui a une histoire, qui a une culture, le titre de champion du monde poids lourd, pour beaucoup de monde, ça correspond à la personne la plus forte du monde. Alors maintenant, c'est un petit peu moins vrai, parce qu'il y a plein d'autres sports de combat qui se développent, le kickboxing, la boxe thaïlandaise, le MMA également, le MMA qui a un vrai impact là-dessus. Mais historiquement, c'était ça. Le mec qui a le titre de champion du monde poids lourd, c'est, dans la tête des gens, l'homme le plus fort du monde. Donc en fait, par extension, une fois que on a la personne qui est la plus forte du monde à notre époque, bah en fait, on a envie de la comparer aux autres personnes qui sont les plus fortes du monde à d'autres époques pour, entre guillemets, trouver la personne qui est la plus forte de l'histoire. L'homme le plus fort de l'histoire, c'est entre guillemets à ça que sert. C'est entre guillemets la question sous-jacente qu'on se pose quand on se demande qui est le poids lourd le plus fort de l'histoire. En plus, c'est beaucoup plus facile parce qu'une fois que les mecs sont en poids lourd, ils changent pas de catégorie en fait. Les boxeurs qui sont en poids lourd, sauf quelques-uns, commencent leur carrière en poids lourd, finissent leur carrière en poids lourd. Alors que dans les autres catégories de la boxe, bah le mec il commence en poids léger, après il passe en super léger, en welter, en super welter, en moyen, et du coup tu te retrouves avec des... Tu sais pas trop comment comparer deux boxeurs. Comment est-ce que tu compares par exemple Sugar Ray Robinson à Marvin Hagler? Dans quelle catégorie tu prends cette comparaison-là ? C'est très compliqué, alors que chez les lourds, il n'y a pas de question à se poser. On prend un boxeur à son meilleur niveau, on prend un deuxième boxeur à son meilleur niveau, on les compare, de toute façon ils seront dans la même catégorie de poids, donc en fait c'est beaucoup plus facile à faire. Et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question-là. Moi personnellement, quand j'ai commencé à suivre la boxe il y a une dizaine d'années, la question que je me posais, entre guillemets, qui est venue, la première question qui est venue à moi, et peut-être que d'autres personnes se la sont posées, je pense, c'est si tu mets Mike Tyson dans un ring avec en face de lui Mohamed Ali, qui gagne ? Et beaucoup de personnes se la posent cette question-là. Et en fait, dans cette catégorie-là des poids lourds, comme tout le monde boxe au même poids, bah tu peux te poser la même question avec Joe Louis contre Sonny Liston. Tu peux te poser la question avec Jack Johnson contre Vladimir Klitschko. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te fait poser des questions en termes de style, qui serait meilleur, qui tape le plus fort, qui mentalement est meilleur, qui psychologiquement aurait un avantage, etc. etc. C'est ça qui est un petit peu intéressant. Parmi tous ces classements de poids lourds, il y en a un qui fait référence, c'est un classement qui a été établi il y a quelques années par The Ring Magazine. Donc je vais vous le lire, j'ai préparé. Ça commence par Mohamed Ali, qui est suivi ensuite de Joe Louis, Jack Johnson, Rocky Marciano, Larry Holmes, Jack Dempsey, George Foreman en 7, Joe Frazier en 8, Mike Tyson en 9, Sonny Liston en 10, en 11 en égalité on a Lennox Lewis et Evander Holyfield, ensuite on a Jen Tunney, John L. Sullivan, James Jeffries, Vladimir Klitschko en 16, Vitaly Klitschko en 17, James Corbett en 18, Riddick Bowe en 19 et Bob Fitzsimmons en 20. Ce classement-là, il a été établi par des historiens, des entraîneurs, des membres des médias et également des boxeurs parmi lesquels on a Mike Tyson et Lennox Lewis. La difficulté de faire un classement comme ça, c'est que c'est compliqué de comparer les époques.
les personnes s'entraînent différemment, le matériel est différent. Je sais pas si vous avez déjà vu la taille des gants dans les années 50 par exemple. À une certaine époque même on boxait sans gants. Les combats étaient parfois sans limite de round. Même au début, il n'y avait pas de round. La manière d'arbitrer était différente, la manière de juger aussi était différente. Il y a certains combats qui étaient avant jugés juste par l'arbitre. Il n'y avait pas de juge en fait, c'était l'arbitre qui donnait sa décision à la fin du combat. Donc c'est compliqué de comparer ces époques-là. Ce qui est difficile également, c'est de mettre en place des critères de jugement. Par exemple, est-ce qu'on met d'abord en avant le palmarès? Est-ce qu'on met d'abord en avant le niveau d'un boxeur? Est-ce qu'on met en avant d'abord le niveau le plus haut atteint par un boxeur? Ou est-ce qu'on met en avant la continuité de son niveau sur le plus d'années possible? En mettant par exemple en avant le nombre de défenses de titre qu'il a fait, le nombre de temps pendant lequel il a défendu son titre. Et en plus, pour certains boxeurs qui boxaient il y a super longtemps, la difficulté c'est qu'on n'a pas de matériel vidéo pour les comparer. Il y a très peu de vidéos sur certains boxeurs et c'est compliqué de comparer ces vidéos-là, ces quelques vidéos en noir et blanc qui durent une dizaine de minutes, à tout le matériel vidéo qu'on peut avoir par exemple pour Vladimir Klitschko. Mais faire des classements comme ça, en fait, déjà c'est super utile. C'est super utile et je vous invite à le faire parce que ça nous permet de découvrir certains boxeurs et d'en apprendre plus sur certains boxeurs. Par exemple, Gentoni, dans sa carrière, il a battu Jack Dempsey et Georges Carpentier. Avant de me poser la question sur qui était le meilleur poids lourd de tous les temps, je le connaissais pas vraiment, et une fois que je me suis posé cette question-là, je suis allé voir un petit peu son palmarès, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de victoires de prestige dans son palmarès. Donc ça permet aussi de découvrir, pour les personnes qui le font, ou de redécouvrir, ou de se repencher sur l'histoire de certains boxeurs, et sur les accomplissements de certains boxeurs. Et en plus de ça, le vrai avantage de ça, c'est que c'est super kiffant à faire. Alors, maintenant qu'on a établi un classement, ou en tout cas qu'on a pris le classement The Ring Magazine comme référence, la question ça va être, quelle est la place de Tyson Fury là-dedans? Est-ce qu'on le met directement en numéro 1 au-dessus de Mohamed Ali? Est-ce qu'il a déjà même sa place dans ce classement-là? Donc, pour parler un petit peu de Tyson Fury, faut voir déjà qu'il a pas mal de victoires de prestige. Ça commence par 2 victoires contre Derek Chisora. Ensuite, il va stopper la série de défenses de titre de Vladimir Klitschko. Derrière, il boxe une première fois Deontay Wilder. Il lui met une leçon de boxe qui derrière est donnée comme une égalité par les juges. Et enfin, il reboxe une fois Deontay Wilder, ce qu'on a vu ce week-end, il lui marche complètement dessus, il lui redonne une leçon de boxe, mais cette fois dans un style complètement différent. C'est le seul boxeur de l'histoire qui a gagné toutes les ceintures possibles en poids lourd. La ceinture WBA, WBO, IBF, IBO, WBC et également la ceinture The Ring Magazine. C'est également le seul boxeur de l'histoire à avoir arrêté 2 séries de plus de 10 défenses de titre. Celle de Deontay Wilder et celle de Vladimir Klitschko. Maintenant, le problème, c'est que son palmarès manque aussi un petit peu de profondeur. Parmi ces adversaires-là qu'il a affrontés, qui ne sont pas ses adversaires de prestige qu'on a cités juste avant, le niveau il est quand même assez bas. Mohamed Ali, quand on parle par exemple, le numéro 1 du classement, quand on parle de ses victoires de prestige, il y en a contre Joe Frazier, George Foreman, Sonny Liston, des personnes qui font partie de ce classement-là. Mais les autres combats qu'il fait, il y en a contre Cleveland Williams, il y en a contre Floyd Patterson, il y en a contre vraiment des boxeurs qui sont pas forcément la crème de l'histoire des poids lourds, mais qui sont des boxeurs très sérieux. Et ça va être compliqué pour Tyson Fury avec des victoires contre Otto Wallin, d'être comparé à ces boxeurs-là qui ont beaucoup plus de profondeur dans le palmarès. Mais c'est pas que sa faute. C'est également la faute de l'époque, dans laquelle il y a beaucoup moins de grands noms chez les poids lourds, il y a beaucoup moins de niveau chez les poids lourds qu'avant, il y a beaucoup moins de densité dans cette catégorie-là, et également une époque dans laquelle on a de moins en moins de combats qui se refont, d'adversaires qui se boxent et qui se reboxent et qui se reboxent, comme on peut avoir des trilogies entre plusieurs adversaires, Frazier et Ali par exemple. Donc moi personnellement, si on reprend un petit peu le classement qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a cité en tout cas tout à l'heure, le classement de The Ring Magazine, je placerai Tyson Fury entre Gentoni et James Corbett, c'est-à-dire entre les places 14 et 18. Maintenant, je suis prêt à reconnaître que cet avis-là est fortement influé par ce qui s'est passé samedi. Déjà parce que je suis encore un petit peu dans l'euphorie d'avoir vu ça en direct, d'avoir vu ce qui s'était passé, d'avoir vu ce que Tyson Fury a mis en place, parce que c'était vraiment un combat extraordinaire, mais également parce que ce combat-là, justement, j'ai pu le voir en direct. Des combats de James Corbett, je les ai pas vus en direct. Les combats de Joe Louis, je les ai pas vus en direct. Donc forcément, ils ont un impact différent sur ma personne et sur comment je ressens le boxeur. Mais vraiment pour moi, ces 3 performances dominantes, le premier combat contre Klitschko, le premier combat contre Deontay Wilder, le deuxième combat contre Deontay Wilder, c'est des performances complètement dominantes contre des boxeurs qui sont très bons, et notamment dans la manière qu'il a de les emmener, dans le style complètement différent qu'il les emmène, dans les adaptations techniques qu'il fait. Pour moi, c'est super fort, et ça mérite de faire son entrée
comme je viens de le dire, parmi les 20 meilleurs poids lourds de l'histoire. Donc voilà, je vous ai donné ma place pour moi de Tyson Fury dans les classements des poids lourds de l'histoire. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, que vous pensez que je suis complètement embrasé par la performance de Tyson Fury de ce week-end et qu'il n'a pas du tout sa place ici, qu'il est beaucoup plus bas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous pensez au contraire que ce qu'il a montré c'était incroyable et qu'il mérite de faire son entrée dans le top 10 ou j'en sais rien, peut-être même dans le top 5, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, à me lâcher vos classements, que ce soit le classement des poids lourds ou même juste le classement de Tyson Fury. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!